L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Donc Frédéric Alacoque, aujourd'hui vous témoignez dans le cadre de votre fonction au sein de Habitat et Humanisme. Je vais donc vous poser quelques questions sur des réflexions que l'on conduit autour de l'adaptabilité. Donc la première question qui est très ouverte, c'est votre conception à vous de l'adaptabilité. Je pense que l'adaptabilité, c'est pas juste un handicap physique. C'est pas que pour répondre à cette problématique-là. En tout cas, nous, chez Habitat Humanisme, on travaille beaucoup la question de l'inclusion. Donc pour des profils avec des publics qui sont en difficulté, donc personnes handicapées, personnes âgées. Ça peut être aussi des personnes qui ont des besoins spécifiques que le logement de droit commun, auquel le logement de droit commun ne peut pas répondre. Ça peut être des personnes en grande difficulté économique, ça peut être des personnes qui souffrent de handicap mental, mais pas, voilà. Donc l'adaptabilité, elle est vraiment sur l'ensemble de ces profils. On a aussi des solutions d'habitat pour des personnes qui souffrent de grand isolement. Donc ça rentre dans aucune case au départ, mais voilà. Donc je pense que l'adaptabilité, elle répond vraiment à tous ces besoins-là et qui ne sont pas réduits qu'au champ du handicap ou de la dépendance. Et après, je pense que ça peut être intéressant aussi de travailler l'évolutivité des logements, parce que le format de la famille, il évolue, et est-ce que c'est la famille qui déménage quand son format évolue, ou est-ce que c'est le logement qui s'adapte à l'évolution des ménages? Ça, c'est une question à laquelle on peut se poser. Nous, chez Habitat Humanisme, on est déjà sur un champ où on répond à des besoins très sociaux. On n'est pas encore à ce niveau-là, c'est plutôt la famille qui déménage quand le logement est plus adapté. Mais je pense que c'est des questions qu'on pourrait se poser, parce que justement, si on travaille sur cette inclusion dans le quartier, sur des publics spécifiques qui enfin ont réussi à prendre part à la cité, font partie d'un quartier, si leur cellule familiale bouge, est-ce que c'est vraiment à eux d'aller reconstruire quelque chose ailleurs si ça leur a déjà pris vachement d'énergie et de temps? Et est-ce que ce ne serait pas plutôt le logement de s'adapter? Du coup, cette approche regard social, qu'est-ce que ça a comme influence sur la gestion, je dirais, de ce projet de l'adaptabilité? C'est quoi les éléments qui sont favorisants pour faire accepter d'aller dans cette démarche, et quels seraient les freins? Alors, chez Habitat Humanisme, le logement, c'est qu'un outil. En fait, notre mission, c'est vraiment l'accompagnement d'un public fragile, donc vulnérable, sur différents champs, qu'on vient d'évoquer, qui peuvent être le handicap, le côté économique, plusieurs difficultés, l'isolement. Le logement, c'est la première brique. Et après, c'est comment on fait cet accompagnement. Et pour nous, c'est important le lien. C'est-à-dire que demain, pour une personne âgée, par exemple, on va pouvoir prévoir l'habitat le plus adapté possible à sa dépendance, au vieillissement. Mais si on ne gère pas la question de l'isolement, en fait, il n'est pas complètement adapté, son logement. Et quelle réponse on apporte à cet isolement? Donc c'est là où nous on travaille sur des solutions, par exemple de résidence intergénérationnelle, où c'est des publics, ça peut être des familles, des personnes âgées, des jeunes, des personnes âgées, mais surtout on va leur donner des espaces en plus, collectifs. On va mettre en place une animation de ces espaces, parce que juste l'espace, pareil, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Et cette création de lien, elle passe par l'espace, bien évidemment, parce que sans espace, il n'y a pas d'endroit pour créer ce lien. Mais l'espace n'est pas suffisant. Donc comment on crée ce lien? Après, la force d'Habitat Humanisme, c'est de mobiliser des bénévoles, c'est le modèle social d'Habitat Humanisme où on va en sorte que ce lien il existe d'un point de vue individuel mais aussi collectif. Et le bâti, il est à ce service-là. Comment vous arrivez à convaincre les décideurs
qui ensuite vous accompagne. En fait, aujourd'hui, l'État, il a mis en place plein de cases qui existent et qui financent le logement social avec des aides à la pierre. L'ARS a développé depuis 2 ans maintenant l'habitat inclusif et demain ce sera l'aide à la vie partagée. Donc il y a des budgets qui existent pour tout ça. Mais ce n'est pas suffisant et en fait ces budgets arrivent à financer des solutions qui existent déjà. Donc il y a tout l'enjeu de l'innovation sociale et comment on imagine en amont les projets pour que on bouscule un peu et qu'on crée finalement le besoin côté financement. Ça, c'est vrai que alors il y a plusieurs façons de faire. Chez Habitat Humanisme, on a la chance de pouvoir mobiliser des fonds privés, des mécènes, des particuliers qui vont financer le mouvement. Et aujourd'hui, grâce à cette manne privée de donateurs, clairement, ça nous permet nous de porter en amont des projets innovants. Et par exemple, on a développé un projet, c'est la résidence Emmanuel Mounier, où on accueille des étudiants et des personnes convalescentes sortant d'hospitalisation qui étaient sans solution de logement. Et pour désengorger les hôpitaux, en fait, il y a un temps temporaire où ils viennent dans cette résidence, le temps qu'après on leur permette d'accéder à un logement de droit commun. Et cette résidence, elle était, au départ, c'était pas équilibré financièrement le fonctionnement. Et puis aujourd'hui, on bénéficie du forfait habitat inclusif financé par l'ARS. Mais voilà, pendant quelques années au départ, il a fallu porter le projet tout seul. Et puis c'est ça aussi qui après a permis à débloquer les financements. Donc aujourd'hui, je pense que l'État ne favorise pas encore assez l'innovation sociale parce qu'il finance des choses, il faut que ça rentre dans la case. Et du coup, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait des choses à inventer plus innovantes que ce qu'on a aujourd'hui. Et si vous aviez à illustrer, vous, ce que vous entendez par innovation sociale, alors là, il y a un exemple très précis, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi plein d'autres choses ? Je pense que oui. Clairement, le fondateur d'Habitat Humanisme, c'est une de ses qualités exceptionnelles, c'est qu'il est en capacité justement d'imaginer ce type de projet en dehors de tout cadre. Oui, je pense qu'il y a encore des choses à imaginer. Après, on teste. On a testé les colocations. Donc, on avait imaginé à un moment donné tester des colocations solidaires où les gens étaient solidaires les uns des autres sur les baux. Mais en fait, c'est une erreur entre des gens qui sont fragiles économiquement. Tu peux pas leur demander d'assumer leur part à eux et puis celle du voisin quand le voisin est en difficulté. Donc ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur des colocations solidaires au sens social et lien. Et chacun est titulaire de son propre bail et donc il n'y a pas de question d'impayé entre les colocataires. Et ça marche plutôt bien. Oui, en fait, je pense qu'il y a encore plein de choses à imaginer et c'est aussi la capacité des acteurs à se projeter un peu en dehors des cases que nous impose l'État, puisque tout est très normé dans le logement social. Dans cette réflexion, on va dire, au projet social qui est réfléchi, donc sur la partie dedans, la fonctionnalité de l'hébergement, quel lien vous faites aussi avec l'espace extérieur? Alors j'aurais tendance à dire que ça dépend des projets. Solutions d'habitat, ce qu'on a chez Habitat Humanisme, on a autant des appartements dans des copropriétés privées où là du coup c'est que l'appartement. On a aussi des immeubles avec des espaces extérieurs qui peuvent être ouverts sur l'extérieur. Quand on parle d'espaces collectifs, ces espaces collectifs en fait ils vont accueillir des partenaires extérieurs qui vont venir de l'extérieur et ça peut être aussi du coup une porte d'entrée ou de sortie des personnes qui sont hébergées chez nous sur le quartier et les liens qui se créent. On s'aperçoit que c'est pas toujours simple pour ces publics qui sont fragiles, vulnérables, quand enfin ils arrivent à avoir une sécurisation dans leur logement, faut maintenant leur dire maintenant c'est bon, vous pouvez reprendre pied et vous ouvrir aux autres. Et donc on a mis en place des bénévoles quartiers qui, quand la famille arrive dans un nouveau quartier, qu'elle connaît rien, qu'elle connaît pas, ils viennent, ils la prennent en charge pour un tour du quartier, dire voilà, là, les services, ce qu'il peut y avoir, et puis pour que la famille, elle se sente un peu moins démunie quand elle arrive dans le nouveau quartier. Donc il y a des choses qui se mettent en place toujours autour du lien. Après, le rapport à l'espace public, il va se faire via le... Si vous aviez à sortir de votre objectif, je dirais, de l'habitat social au sens propre du terme, comment vous pourriez vous projeter sur des démarches d'adaptabilité des logements et de l'habitat pour tout public? Au-delà du monde social, vraiment sur le monde plus général en privé, je pense que l'adaptabilité, elle doit être sur l'évolution, sur l'évolutivité des logements.
Et vous le voyez comment? En fait, aujourd'hui, tout est très contraint. Le modèle même des copropriétés, elle fige déjà énormément les choses. J'avais travaillé à un moment donné, dans le passé, dans mon ancienne vie côté privé, sur une chambre qui serait affectable à un logement ou à l'autre. Et il y avait toute une question de est-ce que c'est un lot de copropriété? On ne voulait pas précariser le logement et que ça devienne après une sorte de mini-logement que les gens sous-loueraient, ça ne marcherait pas. Et en fait, aujourd'hui, tout est tellement cadré que l'évolutivité, je trouve qu'elle est au-delà de l'aspect technique, parce qu'en fait, techniquement, on peut faire plein de choses. Les architectes, ils ont plein d'idées pour dessiner des choses innovantes aussi. D'un point de vue technique, je ne pense pas que ce soit le frein. Financièrement, si ça répond à un besoin, je pense qu'il y aura toujours des gens pour le payer. Et en fait, je pense que c'est vraiment toute la partie du droit qui, à mon sens, est le plus gros frein. Et le fait que les gens sont attachés à la propriété. Et là, j'ai travaillé aussi, j'ai eu l'occasion de réfléchir à des sujets d'habitat participatif, où c'est intéressant parce que l'évolutivité, elle n'est peut-être pas attachée au logement. Elle est dans cette pièce en plus qui est partagée, qu'on n'utilise peut-être pas tous les jours. Mais ça, sur le papier, c'est chouette. Moi, personnellement, c'est sûr que j'irai vers ce type de projet personnellement. Ça veut dire être avec les autres, et si les autres ne sont pas sympas, ou avec qui ça pose quand même toutes ces questions-là. Et je pense que l'évolutivité, elle n'est pas qu'au niveau du logement, elle est vraiment au niveau du logement et des annexes au logement. Et ces annexes, aujourd'hui, elles sont toutes privatives. La cave, le garage ou la pièce en plus qu'on va chercher à acquérir dès du moment que son niveau social le permet. Et demain, ce ne serait pas du coup de les partager. C'est que le rapport à la propriété pour vous qui... Le gros frein. Qui est un frein? Ouais, je pense quand même. Attends. Là, par exemple, nous, on a été contactés par des personnes atteintes de handicap, soit liées à une maladie, soit d'autisme, dont les parents vieillissent. Et en fait, la personne, elle est autonome financièrement parce qu'elle travaille, donc elle ne peut pas bénéficier de logement social, mais elle n'est pas autonome dans l'accès au logement. Et il n'y a pas de solution pour ces personnes. Parce que le logement social, c'est soumis à plafond de ressources, ce qui est normal, c'est subventionné par l'État, je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais du coup, il y a des personnes qui en sont exclues, et ces personnes-là, elles auraient besoin finalement d'avoir le cadre rassurant du logement social, parce que on est avec justement une gestion adaptée du logement, et pas une gestion privée. Et en fait, ces personnes-là, il n'y a pas de solution pour eux. Donc je pense que oui, le frein, il est quand même principalement lié à la propriété, au mécanisme qu'il y a autour de cette propriété. Je pense que les questions techniques, elles sont plus facilement solvables. Cette gêne, elle est au niveau du droit à la propriété, donc c'est-à-dire une approche juridique, mais vous avez aussi conscience que c'est lié aux habitudes des gens. Je pense que oui. Après, on le voit bien sur les exemples je pense qu'effectivement, en France, on est assez attaché à la propriété. Comment ça peut évoluer socialement, ça? Alors, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Est-ce que, en fait, après, si ça répond aux besoins des Français, c'est peut-être pas négatif. Et après, je pense que les choses, elles évoluent. Les jeunes, aujourd'hui, on voit bien leur rapport au travail ou leur rapport, en général, dans la société, n'est pas le même que les générations, la mienne ou celle d'avant. Il y a une volonté de bien-être, de lien qui est plus fort que la rémunération, par exemple. Donc tout ça, ça évolue petit à petit et c'est aussi à nous de s'adapter à ça. Dans les jeunes aujourd'hui, moi dans mes collègues, j'en ai qui sont trentenaires et qui ne souhaitent pas forcément accéder à la propriété parce que c'est trop cher, et puis qui se disent qu'en fait ça sert à quoi de s'endetter pour 30 ans ou 20 ans ou 30 ans sur un appart qui dans quelques années conviendra plus à leurs besoins. Et donc ils reviennent, surtout que là ils se disent c'est chouette, il y a l'encadrement des loyers sur Lyon, donc ça veut dire que... parce qu'en fait, je pense que la propriété, elle répondait aussi à un besoin de sécurité, c'est-à-dire qu'une fois que tu es propriétaire, ton toit, il est à toi, sur ta tête, et tu ne peux plus te retrouver dehors, quelles que soient tes difficultés dans la vie. Alors ça prend peut-être 15 ans, 20 ans pour que tu sois propriétaire, mais après tu es vraiment sécure. Et demain, si on a des mécanismes d'encadrement de loyer où on sécurise aussi la location, est-ce que vraiment... Donc je pense que tout ça, c'est des sujets de société et qui évoluent petit à petit. Il n'y a pas de jugement à avoir sur un type ou un autre d'habitat, et c'est peut-être d'avoir une pluralité d'offres dans l'habitat. Et aujourd'hui, ce que nous on fait par exemple chez Habitat Humanisme,
si on revient sur le monde du social, on n'a pas la même réponse qu'un Grand Lyon Habitat, un Lyon Métropole Habitat, les bailleurs institutionnels qui, eux, ont une offre qui est adaptée. Enfin, je veux dire, c'est une offre qui répond à des besoins d'une certaine catégorie de la population. Et ils ne savent pas forcément répondre aux besoins du public que nous ciblons, où on va être sur de l'accompagnement beaucoup plus présent des personnes. Et tout le monde n'aurait pas besoin de ça, heureusement. Et donc c'est bien aussi qu'il y ait différentes offres de logement. Parce que pour moi, c'était une des questions, la différence entre logement et habitat. En fait, l'habitat, c'est le fait d'habiter. Et en fait, il y a plusieurs réponses de logement au fait d'habiter. Et nous, on en propose une chez Habitat, enfin une, encore on en propose plusieurs, mais on propose des différentes réponses à ce besoin d'habiter, et il y en a d'autres, l'accession, la location, dans le privé, dans le social. Nous, on propose du logement social pérenne, en bail 89, mais on propose aussi du logement social temporaire pour répondre à des besoins de public très spécifiques sur une durée relativement courte, jusqu'à entre 6 mois et 18 mois, pour justement après leur permettre d'aller sur autre chose, parce que c'est à un moment donné de leur vie. Il y a l'hébergement, quand on dit hébergement d'urgence, sur des publics encore plus en précarité, où là c'est pareil, ça va être sur un temps donné pour leur permettre après d'aller sur d'autres dispositifs. Donc on voit bien que la réponse elle est plurielle, et déjà rien que dans le monde du social ou de l'accompagnement social elle est plurielle, alors je me dis que pourquoi dans le privé il n'y en aurait qu'une, alors qu'il y a aussi une multiplicité de besoins. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens du privé d'aller vers cette offre multiple? Si tout le monde rêve du petit pavillon en proche banlieue, ça n'a pas marché. Je pense qu'aujourd'hui, on ne répond pas à tous les besoins des gens. Quand même, toute une question aussi d'accessibilité aux logement. Pour rien qu'aujourd'hui, il y a l'encadrement des loyers, il y a des outils comme l'Office foncier solidaire avec des bails réels solidaires qui vont du coup faire de la maîtrise foncière sur des durées plus longues portées par les pouvoirs publics. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette, parce que je ne suis pas sûre qu'au fait aujourd'hui, la pluralité de l'offre, elle n'existe pas vraiment. Enfin, on choisit pas. Enfin, je ne suis pas sûre qu'il y ait un grand nombre de personnes qui aient vraiment choisi où il habitait. C'est une suite de contraintes. Et c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux grands constructeurs, commercialement, de réfléchir pour faire cette offre, donc en travaillant sur le foncier? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, ce que font la métropole, par exemple, avec, sur la production de logements, avec notamment les ZAC, alors c'est peut-être pas l'outil idéal, moi je suis pas spécialiste du tout de ces questions-là, hein, donc je donne un avis de néophyte, hein, mais il y a déjà il y a une volonté en tout cas d'aller sur l'innovation sociale, de proposer des espaces, et je pense qu'il y a quand même des choses qui se font qui sont plutôt chouettes. Après, c'est au-delà de la maîtrise publique, comment on va convaincre un promoteur de faire ça? En fait, il y a quand même un enjeu sur la spéculation foncière qui n'est pas du tout traité en France. En fait, il n'y a pas le budget. Enfin, c'est tellement cher au départ le foncier. Du coup, les gens ils se retrouvent à acheter des appartements de plus en plus petits parce qu'ils n'ont pas plus d'argent et ça coûte de plus en plus cher. Donc, et on ne répond pas à leurs besoins. Mais sauf qu'en fait, il y a une incompatibilité. Et je ne suis pas sûre que les politiques d'aide au logement où on vient subventionner avec des dispositifs fiscaux l'investissement locatif favorisent une non-spéculation foncière. Moi, je pense qu'on encourage indirectement. Si vous aviez la possibilité d'écrire des amendements pour faire des propositions à nos politiques. Là, sur l'encadrement des loyers, c'est intéressant parce que ça fait vraiment débat sur Lyon. Est-ce que c'est une bonne mesure qui va justement favoriser l'accès au logement à un plus grand nombre? Est-ce qu'au contraire, ça va freiner les investissements locatifs et donc réduire l'offre de logement et donc participer à la surenchère foncière, puisque comme on aura moins d'offres, ça va augmenter? En fait, ça, quelque part, on ne le sait pas vraiment. A priori, Grenoble, ils avaient mis en place un encadrement de loyer, ils sont revenus dessus. En tout cas, je trouve intéressant que la métropole, elle essaye. Après, est-ce qu'ils ont fait les bons choix? Est-ce que c'est fait correctement? Après, moi, je ne suis pas assez sachante sur ces sujets-là. Moi, ce que je constate, ça fait que 3 ans que je suis chez Habitat Humanisme. Avant, j'étais dans le privé. Et en tout cas, ce que j'ai découvert chez Habitat Humanisme, c'est qu'en fait, il y a un nombre de besoins très différents et qu'aujourd'hui, on n'a pas cette offre en face.
Alors comment on peut l'avoir? Eh ben, moi je pense que les pouvoirs publics, ils ont quand même un rôle à jouer, mais ils ne le joueront pas tout seuls. Je pense qu'aussi c'est important que les privés ils soient là, challengés, parce que obligés, sinon ils sont là pour une rentabilité, donc si on leur donne l'opportunité, ils vont en avoir, et puis c'est humain. Donc, mais ils sont là aussi, il y a des innovations sociales qui sont portées par des grands groupes immobiliers, parce qu'ils ont ces moyens, parce qu'ils ont envie aussi de participer à construire la ville demain. Voilà, après, faut pas être naïf, bien sûr qu'ils gagnent leur vie avec, mais tant mieux, je veux dire, on n'est pas... c'est très bien. Et il y a des choses qui sont plutôt chouettes. Nous, on essaye de travailler justement avec des grands groupes immobiliers, et je trouve dommage qu'ils soient un peu freinés aussi. Il n'y a pas les bons et les méchants. C'est tout le monde qui œuvre demain à produire du logement. Et je pense qu'il faut encourager l'innovation, qu'elle soit portée par des associations comme la nôtre, portée par des privés. C'est juste qu'on aura des manières différentes de la porter, des moyens différents. Et c'est plutôt chouette si on additionne tout ça. C'est pas l'un à la place de l'autre. Vous auriez une piste pour inviter les privés à venir sur ce marché? Mais ils viennent déjà un peu. Quand on voit dans les actes, ce qu'ils sont capables de faire, dans des tarifs quand même relativement... Alors, ils pleurent parce que c'est contraint, ça coûte cher et tout ça. À la sortie, ils sont pas malheureux. Ils sont 40 à présenter le même dossier. Donc, c'est que ça marche plutôt bien. Donc, aujourd'hui, c'est bien la contrainte des pouvoirs publics qui fait que derrière, il y a cette émulation et ce challenge. Par contre, il faut pas bloquer, faut encourager. Nous, là, il y a plusieurs fonciers sur lesquels on travaille sur la métropole, qu'on a identifié en occupation temporaire en attendant que les projets sortent. C'est dommage que ça prenne autant de temps pour sortir. Et je pense que pour le coup, là, il pourrait y avoir des décisions plus rapides. Et je pense que ce qui manque au pouvoir public, c'est une agilité. Nous, aujourd'hui, on se pose la question de l'interaction entre logement et santé. Notre cœur de métier, c'est le logement. L'État, c'est la DDT, le logement. Et puis la santé, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé. Sauf qu'en fait, on voit bien que nous, dans les publics qu'on accueille, il y a beaucoup de personnes qui pourraient répondre ou dépendre de la santé mentale, mais qui sont suffisamment autonomes, qui ne relèvent pas de l'institution. Et en fait, eux, ils sont du coup hébergés côté logement, mais il y aurait des passerelles à faire, mais elles n'existent pas. Et quand on essaye, nous, d'aller chercher des fonds auprès de l'ARS, on n'est pas santé, donc on ne peut pas y prétendre. Et en fait, tout ça, c'est dommage. Ça vient justement bloquer les innovations. Donc je pense qu'il y aurait aussi un intérêt des pouvoirs publics à ne plus être en silo et à avoir des choses beaucoup plus transverses. Et à ne pas vouloir mettre des gens toujours à mettre dans des cases, avec un financement lié... et l'innovation sociale, elle doit passer par là. Mais c'est aussi apprendre à travailler avec les privés, apprendre à travailler entre publics. Et c'est toujours avec cette idée... Je pense que c'est la synergie qui fera que demain, il y aura des meilleures solutions. Sur les différents types de logements que vous développez, est-ce que pour toi, il y en a un qui est plus vertueux que l'autre? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y en ait un mieux que les autres. Je pense que c'est vraiment cette pluralité qui est intéressante. C'est que je pense que quand on fait du logement dans le diffus, c'est-à-dire du logement, on va dire classique, où il n'y a pas forcément d'espace collectif, où il n'y a pas cette volonté de créer du lien, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas envie d'avoir du lien tous les jours avec les voisins, ou en tout cas que quand j'ai choisi. Je pense qu'il faut un type d'habitat comme ça, très classique, parce qu'il va répondre à peut-être 80% de la demande. Et puis après, il y a besoin d'avoir d'autres types d'habitats plus spécifiques, justement quand on rentre en dépendance, quand il y a le vieillissement, quand on souffre d'un handicap quel qu'il soit, quel que soit son degré, que ce soit mental, psychique, physique. Dès qu'on a un besoin spécifique, ou on est une famille monoparentale, là j'ai rencontré une association qui porte le projet pour les familles monoparentales quand on vient juste de divorcer, où c'est quand même la misère totale pour trouver un logement. Souvent du coup on voit notre pouvoir d'achat réduit, encore plus si t'es une fille. Toutes ces réponses un peu spécifiques qui peuvent être sur des durées longues, parce que quand on est porteur d'un handicap, souvent c'est un peu long, ou courte, quand c'est comme là, dans une période de vie où il y a un accident de parcours, en fait, il y a besoin de toutes ces réponses. Et je ne pense pas qu'il y en ait une meilleure que l'autre.
Je pense que c'est juste qu'il faut avoir cette pluralité d'offres finalement pour que les gens, quand ils en ont besoin, ils puissent s'en saisir. Est-ce que vous intervenez sur des territoires hors métropole où c'est plus facile de porter des opérations plus verticales? C'est une question qu'on se pose effectivement. On a 93% de notre parc sur la métropole. Mais on va sur d'autres territoires en zone détendue, comme on dit. Où, du coup, alors là, le problème, c'est que parfois on peine à trouver des locataires. Enfin, c'est que du coup, zone détendue, c'est quand pour une demande, il y a une réponse, quoi. Donc, pas de sujet. Et oui, c'est moins cher, donc potentiellement on arrive à mieux porter. Bon, il y a moins d'aide aussi de financement. Et puis, le loyer social, il est quasiment loyer libre. Donc, quelle est notre, est-ce qu'on a une plus-value à aller sur ce type de territoire? J'en suis pas certaine, en tout cas pas en masse. Et les fois où on y est allé, nous, c'est parce qu'il y avait un besoin de lien, où la mairie, elle avait justement un projet de créer du lien entre générations ou entre publics spécifiques. Enfin, il y avait ce projet de lien et du coup, là, il y avait un sens à ce qu'on y aille. Après, sinon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin puisqu'on est sur des niveaux de marché équivalents. La réflexion sur les évolutions des modes de vie avec les enjeux du télétravail aujourd'hui, y compris les évolutions, on va dire, des catégories socio-professionnelles, les gens qui travaillent en horaire décalé. Est-ce que c'est des pistes sur lesquelles vous pourriez aller? Déjà, nous, dans le public qu'on accueille, il y a 45% des ménages, c'est des familles monoparentales. Donc on est vraiment dans justement ces questions d'évolutivité de la société. Après, sur la partie télétravail, on n'y est pas confronté pour l'instant. En tout cas, c'est pas un sujet dans lequel on s'est saisi au niveau de nos résidents. Les horaires décalés, par exemple. Et les horaires décalés, c'est pas l'enjeu majeur de notre développement. Alors aussi parce qu'il y a une question d'orientation du public. C'est que le logement social, on ne choisit pas forcément le public qui va arriver dans l'appartement. Déjà, il y a aussi tout ce travail. C'est que le logement social, c'est le principe même, et je pense que c'est plutôt chouette, c'est accessible à tout le monde. Donc, la loi permet des orientations spécifiques pour des personnes âgées ou des jeunes, mais sinon, le logement, il doit être accessible à tous. Donc c'est vrai que du coup, si on commence à se dire il faut faire du logement pour un tel ou un tel, je pense qu'il faut plutôt que le logement ait différents besoins d'une famille. Et après, les horaires décalés, est-ce que ça a forcément un impact sur le logement ou plutôt sur les services autour du logement? Parce que c'est plutôt l'enjeu, en tout cas nous dans les personnes qu'on accompagne, il y a un gros enjeu sur la garde des enfants. Parce que la personne, c'est une famille monoparentale, une femme, parce que sinon c'est pas drôle, qui va du coup se retrouver à faire des ménages, elle va être en horaire décalé et en fait c'est pas le logement qui va lui poser problème, c'est l'accès à l'emploi et la solution de garde d'enfants qui va être associée. Mais le logement en soi, lui, il peut répondre à ses besoins. L'approche collective qui ne vous tente pas, avec des espaces qui pourraient être dédiés, pourrait être utile. Oui. Pour avoir une petite crèche ou des choses qui seraient partagées au niveau de collectif. Ou une entraide. Une entraide entre personnes de différentes générations où la grand-mère garde l'enfant le matin et puis parce que du coup la maman, elle va lui faire les courses en revenant le soir. Après ça, c'est des choses que nous, on va travailler dans cette histoire de lien social, mais on ne peut pas le prédéterminer. Dans les projets qu'on porte avec des espaces collectifs où on a un projet social associé, et finalement, l'équipe bénévole qui va intervenir et les résidents qui vont faire émerger le projet social. Et nous, on aura peut-être, je dis n'importe quoi, côté immobilier, imaginez un espace barbecue ou un potager ou un atelier. Puis en fait, ça ne va rien de tout ça parce que les gens qui vont habiter là, ils n'avaient pas envie de ça. Eux, ils avaient envie de tapis de sol parce que leur kiff, c'est le yoga. Donc aujourd'hui, finalement, nous, on ne prévoit pas forcément très en amont les équipements parce que en fait, il faut aussi laisser la place au projet social. Et ce projet social, il est co-construit avec les résidents et les gens qui vont y participer. Et finalement, on en revient encore à la base où pour moi, le bâti, il est indispensable. Il faut qu'il y ait un espace pour, mais il n'est pas suffisant. Donc, c'est pas en amont, c'est pas forcément à l'architecte de trouver la solution. Lui, il faut juste qu'il mette le cadre qui permette à la solution après d'émerger. Parce que cette solution, en tout cas ce besoin ou cette réponse à un besoin, il va émerger des gens qui vont l'habiter. Et on a des solutions qui sont les pensions de famille. Les pensions de famille, c'est 25 petits logements de type 1 qui sont pour un public qui souffre de grand isolement.
pour X raisons, principalement économiques, mais pas que. Ça peut être souffrance psychique, ça peut être de l'addiction, voilà, plein de sujets, des parcours de rue, enfin plein de raisons différentes. Et ben, on a 9 pensions de famille aujourd'hui en gestion sur le territoire. C'est 9 pensions de famille qui ont un projet différent. Il y en a qui ont un jardin, donc ils ont axé ça sur le potager. Il y en a d'autres, ils ont constitué une association où ils fabriquent des choses. Le logement social, c'est complètement calqué sur l'accession, avec des produits qui sont hyper ficelés et pas très innovants. Qu'est-ce que tu en penses? L'enjeu des bailleurs sociaux, c'est de répondre à un besoin de masse. C'est qu'en fait, la demande, elle est tellement... Le déficit de logement, il est tellement important qu'en fait, leur enjeu, c'est la masse. Et donc, du coup, pour faire de la masse, ils produisent toujours pareil, quoi. Moi, je pense que c'est ça la raison, mais après, peut-être je me trompe, il faudrait interviewer un bailleur social, parce qu'en plus, moi, je n'ai jamais fait de bailleur, enfin, j'ai jamais été bailleur social. Vraiment, le besoin primaire, on n'y répond pas aujourd'hui. C'est qu'il y a encore des gens qui n'ont pas de logement. Et donc, il faudrait d'abord que tout le monde ait un logement, et après, on pourrait peut-être se poser la question de comment, ou en tout cas une grande majorité, et comment après on améliore. Et après, on en revient encore au droit. La loi française est quand même belle. Le bail 89, il protège le locataire qui peut se maintenir dans son logement ad vitam aeternam. Et du coup, on se retrouve sur des publics vieillissants avec des personnes âgées qui vont occuper un T4, un T5 et avec un enjeu d'adaptabilité du bâti, mais ils ne veulent pas bouger. Donc il y a vraiment toutes ces questions aussi, comment on peut faire évoluer tout ça. Et je pense que pour le coup, les bailleurs, moi je siège à l'IPHS, l'instance du protocole de l'habitat spécifique de la métropole. Donc c'est là où sont présentés auprès des financeurs et des pouvoirs publics tous les projets d'habitat spécifique. Donc toujours les mêmes, le public qui ne peut pas accéder à un logement de droit commun de manière facile, on va dire. Et en fait, les bailleurs, ils arrivent avec quand même plein d'innovations. Elles ne sont pas forcément sur le bâti, elles sont vraiment sur... plutôt cette création de liens, sur comment on peut accueillir des publics différents au même endroit, faire que ça se passe bien, cette mixité, cette ouverture. Et c'est plutôt ça qui est travaillé aujourd'hui. Mais après, il y en a certains qui ont quand même des solutions sur le vieillissement, qui apportent aussi des solutions. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est revenu puis aussi dans une économie hyper contrainte. C'est que du coup, c'est trop contraint en fait. C'est tellement cher le foncier et le coût de construction, je pense que c'est pas ça le sujet, mais c'est vraiment le foncier, que du coup on n'a pas de marge de manœuvre pour innover. Moi je vois, je viens d'un cursus où j'ai travaillé sur des projets vraiment innovants d'un point de vue environnemental, et aujourd'hui chez HH, on fait rien d'innovant. On respecte la réglementation, donc c'est pas innovant du tout. Mais parce qu'en fait je peux pas innover socialement avec des loyers très maîtrisés, très faibles. Et en fait, dans mon économie de projet, j'arrive pas, ça marche pas. Et du coup, c'est dommage. Et je pense que les bailleurs, vu qu'ils répondent à ce besoin de masse, et après, il y a quand même aussi, je pense, ce poids VEFA promoteur qui aujourd'hui est omniprésent. Et donc, les bailleurs, ça peut être jusqu'à 3/4, si ce n'est plus, de leur production. Du coup, ils n'ont pas le choix. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'ils retrouvent. Mais ça commence à revenir. On sent qu'il y a une prise de conscience quand même de se dire on perd nos compétences de promotion, de promoteur au sens produire, et où c'est dommage. J'ai pris conscience que finalement dans le logement social, le logement c'était plus qu'une maison, c'est le lieu où tu vis H24. Parce que souvent les gens sont privés de travail, ou ils travaillent peu, et en fait, moi je trouve que il y a une distorsion dans notre société qui est assez terrible. C'est que pour les uns, le logement, c'est là où tu rentres le soir, où tu n'as pas besoin forcément de beaucoup d'espace. Mais c'est ceux qui en ont le plus. Et c'est ceux qui en ont le plus. Ils ont des trucs monstrueux, des lofts, des triplex et tout. Et en fait, tu as des familles avec 3-4 enfants qui vivent H24 dans des espaces hyper contraints, avec un balconnet, machin. Très peu d'intimité, et en fait c'est terrible quoi. Je trouve qu'on est dans une rupture totale de notre société. Moi je suis complètement d'accord. De toute façon je pense qu'aujourd'hui plus t'es pauvre et plus t'es riche. La crise sanitaire elle a clairement aggravé ces inégalités. Nous on n'a jamais eu autant d'impayés qu'en 2020. On a créé un fonds de solidarité pour effacer les dettes d'impayés liées à la crise sanitaire.
Alors pas ceux d'avant, parce que ceux d'avant, c'est pas lié. Enfin, il y a aussi un enjeu d'accompagnement social autour de l'impayé. Mais et alors que les personnes plus riches, je pense qu'elles sont pas. Moi, j'ai pas perdu en pouvoir d'achat. On n'avait plus le droit de sortir. Mon salaire a été maintenu. Moi, mon pouvoir d'achat est plutôt augmenté. Hein. Et en fait, ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis assez inquiète pour la société dans laquelle on vit, parce que je pense que les inégalités, elles font que se creuser de plus en plus. Et ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, dans le Rhône, donc moi je suis Habitat Humanisme au Rhône, on est 160 salariés, 700 bénévoles, donc de gens qui donnent de leur temps, ça équivaut à peu près à 40 équivalents temps plein. Et on a 260 propriétaires solidaires qui nous ont confié leur logement en gestion, en tout 400 logements, ça fait 400 logements en gestion, à des loyers sociaux, très sociaux pour accompagner ces personnes. Donc, et on a encore des gens qui nous lèguent des biens ou qui nous les donnent. Donc la solidarité, elle existe encore quand même. Et après, dans les communes, alors oui, il y a des communes, on va les considérer, enfin moi je les considère un peu perdues pour la France, mais il y en a d'autres, c'est aussi un peu une peur, c'est une méconnaissance. Et après, je pense que le côté bailleur social en masse, où ils doivent produire en masse parce qu'il y a un besoin, et ben ils perdent aussi cette proximité. Et donc c'est ça aussi qui ne favorise pas... Je pense qu'aujourd'hui, sur la production de logement social, on aurait quand même des choses à améliorer. Et je trouve ça dommage que le gouvernement, toute l'histoire qu'il y a eu autour du RPLS, là, avec les 5 € qu'il fallait que les bailleurs récupèrent, les bailleurs, ils ne sont pas si riches que ça en fait. Alors oui, ils ont du patrimoine, mais enfin ce patrimoine, il est avec un loyer moindre et puis il permet de loger. Après, c'est sûr que nous, la solidarité, c'est là où c'est ce sur quoi on travaille, Habitat Humanisme. Mais après, nous, on est tout petit. On a un parc de 2200 logements sur Lyon. Vous avez été touché par les augmentations de TVA? Oui, alors après, je pense que nous, entre-temps, c'est un peu structuré. Enfin, le mouvement Habitat Humanisme a beaucoup évolué ces dernières années. Et globalement, alors moi, j'y étais pas encore. Donc du coup, je ne saurais pas trop dire quel impact ça a. Et après, on a un modèle économique qui est quand même particulier à Chache. Donc on s'en sort quand même pas trop mal. On n'est pas à plaindre. Ouais. On a une agilité quand même économique qui est quand même chouette. Enfin ça, c'est l'idée magique de Bernard Devers quand même. La foncière solidaire, c'est top.